C'est formidable parce que c'est la dernière session. C'est pas formidable parce que c'est la dernière session, mais parce que vous avez déjà eu plein de contenu. Même nous, on a été surpris de vous à moi. On l'a préparé avec l'équipe, toute l'équipe a préparé pour moi tous les intervenants de ces plateaux. Et j'ai appris vachement de trucs. Il y a des trucs, je me dis, mais bon sang, on a des sujets, des trucs qu'on n'a pas assez traités et autres, grâce à tous les intervenants qui étaient sur ce salon. C'est pour vous dire à quel point ça manquait. C'était un truc de folie. Alors je commence à faire un petit truc avec la larme à l'œil parce que c'est la dernière session avec en plus quelqu'un d'extraordinaire. On parlait de produits que j'adore. Et après, ça sera vraiment le final de ce salon, le moment où on va faire le feu d'artifice avec des gens qui sont ici, qui font la fête avec nous tout à l'heure. Et ça s'appelle un public. Merci. Et je vois qu'ils ont également un petit peu peur que je les oublie. Tout à l'heure, je n'oublierai pas également l'équipe technique qui s'est vraiment démenée de toutes parts. On n'a pas eu de couac avant ce qui va se passer maintenant. Et qui fait que, oh là là, mais c'est pas possible. Donc, je vous remercierai tout à l'heure parce que c'est génial. C'est plusieurs fois qu'on travaille ensemble et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous également. On va finir les congratulations. On va passer maintenant à la séquence extraordinaire. C'est également une des seules fois que je peux parler vraiment de téléviseur OLED sur ce plateau. Et tout le monde sait que j'aime pas ça du tout, le téléviseur OLED. Bonjour, on peut t'applaudir. Salut. C'est toi que j'applaudis. Bonjour, tu t'appelles comment? Alors, je m'appelle Béatrice. Je travaille chez Panasonic et je m'occupe justement des téléviseurs. Comment ça tombe bien? Je ne te connais pas du tout, c'est dingue. affreux. Je n'ai jamais testé tes produits, en plus je ne les aime pas. C'est une horreur et je pense que vous êtes parmi les pires. Voilà, c'est fait. Ça c'est dit. Fait. Sans rigoler, trêve de gaudriole, je suis vraiment extrêmement content que tu sois là, vraiment heureux. Ravi d'être là parce que aussi. Tu vas parler vraiment d'un truc qui me fait kiffer depuis le début. D'abord, je vais retracer un tout petit peu la vie de Panasonic dans le sens où la façon dont on peut le retrouver. Panasonic, c'est vraiment quelque chose de particulier. Tu le sais comme moi. Et moi, j'ai connu Panasonic au travers des moments où il y avait du plasma, le côté avec Pioneer après, et l'investissement sur l'OLED. Alors, tu es justement pour parler de ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la position des produits OLED à l'intérieur des gammes Panasonic? Quelle est votre vision, votre philosophie autour de ça? Alors, aujourd'hui, les gammes OLED de Panasonic, on est sur les produits qui sont le plus haut de gamme. Donc, on a plusieurs séries, dont ces produits donc, avec ce qu'on appelle la dalle Master HDR professionnelle. Tu peux expliquer ce que c'est la dalle Master? Alors, c'est une dalle qui est customisée, on va dire, par Panasonic, parce que vous savez tous très bien qu'on n'a qu'un seul fabricant de dalle OLED, LG. Sans citer. Non, parce que moi, j'ai le droit. Moi, je peux. Mais moi, ça me fait pas mal à la bouche, je peux le dire. Non, moi, sinon, je pars en combustion spontanée. Tu vois. L'exorciste. Béatrice, l'exorciste. Non, donc cette dalle-là, elle est vraiment conçue par, entre guillemets, l'ADN de nos ingénieurs japonais, qui est le cinéma. C'est un cahier de charges particulier. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça se passe. Les ingénieurs disent, nous, de façon simplement, on veut ça parce que nous sommes Panasonic. Exactement. Les ingénieurs, l'idée qu'ils ont en tête, c'est d'apporter donc aux consommateurs vraiment l'image la plus fidèle possible, telle qu'elle a été pensée par le réalisateur. Et pour ce faire, donc on a beaucoup travaillé dessus. On a, tu connais sans doute le PHL, donc le laboratoire. Je l'ai visité 2 fois. Merveilleux. 2 fois, super souvenir. Donc avec des professionnels qui on travaillent. On dit ce que c'est le Panasonic Hollywood Laboratory. Exactement. Parce que tu as dit PHL, oui, alors c'est quoi? C'est une maladie? Donc il s'agit, oui, d'un studio de coloristes qui travaille donc à Hollywood. Donc, qui appartient au groupe Panasonic et dont certains ingénieurs qui, eux, travaillent carrément pour l'industrie du cinéma, font en fait la calibration de cette dalle dite Master HDR professionnelle, d'où le terme professionnel, pour obtenir vraiment une colorimétrie qui est proche de ce que eux, ils attendent quand eux, ils travaillent sur la colorimétrie d'un film sur lequel ils sont en train de faire un peu à la manière de Da Vinci, l'étalonnage des couleurs. Le truc, c'est qu'au moment où je suis allé donc 2 fois, la première fois j'ai été le voir parce qu'ils étaient en train de travailler sur un truc qui fait rêver, ils étaient en train de faire le mastering pour le DVD notamment et le Blu-ray d'Avatar. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de travailler sur Avatar. Au moment où je me suis pointé, tu avais les gars qui étaient là, ils étaient avec les bécanes, avec les moniteurs, ils travaillaient sur Avatar parce que c'est gigantesque. Il faudra que le bâtiment... Tu ne l'as peut-être pas dit, mais ce bâtiment est gigantesque. Il est placé à côté d'Universal. Il est vraiment à Hollywood. Et toute la profession, tous les gens qui bossent à Hollywood connaissent
le Panasonic Hollywood Laboratory parce qu'ils connaissent les ingés sur place. Et c'est des coloristes, vous avez parmi, je crois, les 5 meilleurs coloristes hollywoodiens qui bossent avec vous en freelance. Oui. Et qui permettent de faire tous les étalonnages sur place. Et c'est un plaisir de pouvoir parler de ça avec toi. Voilà, et donc sur cette série de dalles donc dites professionnelles, qui équipent donc nos téléviseurs JZ2000 et JZ1500, on a vraiment ce tuning qui est fait par Stéphane Sonnenveld, qui travaille en freelance pour nous, justement, sur la colorimétrie de ces dalles. Donc c'est pour ça que je vais dire le mot, vous vantez vos téléviseurs comme étant les plus fidèles à la colorimétrie faite en mastering, puisque à la base, c'est les gens qui font le mastering qui ont travaillé cette colorimétrie de base. Et moi, j'ai vu dans des démonstrations sur place des gens, la deuxième fois où je suis allé, qui faisaient le mastering sur vos téléviseurs. Oui, parce qu'en fait, nos téléviseurs servent aussi de moniteurs conso, puisque évidemment, quand eux, ils travaillent sur des écrans auxquels nous, on n'a pas accès. Ils ont des 4000 nits, c'est haut, ils ont des trucs qui vont très loin pour faire les masterings. Et en fait, ils ont quand même besoin d'un étalonnage télé-consommateur, pour se rendre compte un peu de à quoi ça ressemblera dans ton salon, par exemple. Et pour cela, ils utilisent effectivement nos téléviseurs OLED. C'est du délire. Parce que c'est quand même... Si tu veux, moi, ce que je vois, et tu vas me dire, tu vas m'arrêter si je me trompe, c'est cette continuité, quand vous avez travaillé sur le plasma, vous associez avec Pioneer, qui venait du Kouro, ouais, pour essayer de faire toujours... Je ne parle pas du LCD où pour moi c'est un monde un peu différent pour vous et moi je suis conscient de là-dessus. Je ne suis pas particulièrement fan du LCD chez vous, mais vos efforts sur le plasma à l'époque et sur l'OLED c'est indéniable, les efforts sont là. Tu peux nous parler un petit peu de, non pas uniquement la dalle peaufinée par ces gens-là, mais tout le cerveau que vous avez derrière cette unité numérique? Oui, alors sur les téléviseurs 2021, donc on a un nouveau processeur qui s'appelle le HCX, donc toujours Hollywood Cinema Experience. Tu vois, là je donne l'acronyme. Mal pris, hein, j'adore. Donc, en version donc, intelligence artificielle, donc sur l'année 2021, c'est un cerveau en fait qui va optimiser l'image sans la dénaturer. Pour aller sur un point un peu, on va dire, technique, mais qui est lié au traitement qu'on peut avoir sur certains téléviseurs. On a un système qu'on appelle insertion des trames noires, mais qui est géré. Alors ça, j'arrive à l'expliquer, parce que même moi, j'avais perdu les... Oh, là, plus les cheveux, tu vois. Parce que l'insertion des trames noires, c'est extrêmement compliqué. Là, on va... Vas-y, si tu... Vas-y. Alors, l'insertion des trames noires, c'est quoi? Parce que là, même moi, je... L'idée, c'est que sur un téléviseur, en fait, vous avez de la persistance rétinienne. Je vais mimer en même temps, c'est beau. On va faire du... On va faire comme ça. Vas-y. Donc, quand tu regardes l'image d'un téléviseur, en fait, tu as un phénomène qui s'appelle la persistance rétinienne, qui fait que ton œil, il a l'impression que tu as des traînées. Voilà. Pour tromper en fait ton œil, entre chaque image, on vient insérer une trame noire, voilà, que tu fais très très bien. C'est plus vite. Hein. Beaucoup plus vite que ça. Voilà. Pour que ton œil en fait efface l'image précédente. Et ce système-là, il a beaucoup été développé par tous les fabricants de téléviseurs pour avoir une image plus fluide, mais ce qui pouvait se faire au détriment, voilà, du rendu dit cinéma. C'était pas... Non, vas-y, continue, parce que moi, ce système, je l'ai connu avec d'autres entités qui disent « Ah là, regarde, on a mis la trame noire. Oh !» Mais je le vois sans que tu me le dises, même. Tu vois, c'est le truc. Et c'est vrai que c'est particulier, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter ce phénomène. C'est même pas c'est un marquage rétinien, en fin de compte. C'est un moment où tu vas percevoir des trucs que tu ne devrais plus percevoir. Donc on essaie de tromper notre propre persistance rétinienne et notre propre cerveau. C'est ce qu'on fait quand on fait de la wobulation, quand on part du matrice 1080p, qu'on fabrique du 4K, on commence à tromper. C'est ça. Ben voilà. Et en fait, on avait deux effets pervers de cet effet-là. Le premier, c'est que ça assombrit l'image d'un point de vue perception, puisque votre image perçoit des images noires, donc a l'impression que l'écran est moins lumineux. Et l'autre effet, c'est l'effet un peu, on va dire, trop fluide, qui va venir dénaturer un peu cette Parce qu'on n'a plus la persistance, on a un peu bousillé la persistance, donc on a quelque chose qui n'est même plus naturel, parce que c'est très compliqué, il nous manque des éléments. Donc on a un truc qui est fluide, mais en même temps on sent que ce n'est pas naturel, parce qu'on sait que ça a été trafiqué. Exactement. J'ai trouvé un autre mot. Mais... Et donc sur notre cerveau, donc le cerveau Panasonic, le HCX Pro, ces trames noires, elles sont gérées de manière vraiment intelligente, donc avec ce cerveau intelligence artificielle, pour les insérer uniquement quand il juge cela nécessaire. À la volée. Voilà. Et sur non pas des durées d'affichage qui sont fixes, mais complètement variables en fonction du contenu qu'il y a à l'écran. C'est fabuleux, c'est ce qu'il fallait faire, parce que c'était pas automatique.
Avant, c'était vraiment mais c'est automatique. comme tu le faisais. Ah non, mais c'est ta, et tu le sentais, en plus, sentais une sorte de palpitation avec une image beaucoup plus sombre. Je dis, moi, là, vous avez fait quoi? Ouais, t'as tous les pixels en même temps ou ça? Oh, non, ça crépite. Ah ouais, non. Et vous êtes les seuls à faire ça, sans, je ne connais pas tout, parce que les fabricants n'en parlent même plus quelquefois parce qu'ils l'enlèvent. Alors, la fonction, je pense qu'elle existe encore chez pas mal de fabricants. Ensuite, nous, la manière dont elle est gérée, dite intelligente, je ne saurais pas te dire honnêtement si des concurrents le font, mais en tout cas, nous, on a vraiment eu à cœur d'améliorer en fait ce système pour ne pas avoir à choisir entre une petite amélioration de fluidité et voilà. C'est une évidence. C'est quand même un truc particulier. On ne va pas revenir là-dessus tout le temps, mais cette histoire d'insertion, il y a l'insertion, puis il y a les choses qui sont liées au cerveau en même temps du téléviseur qui va essayer de compenser le fait qu'on est en 24p quelquefois. Voilà, c'est pour ça que pour jouer les est arrivé, tu vois, le côté 24p. Il y a des gens qui voient des images en 24p sur un téléviseur, ils partent en courant, ils disent mais c'est pas possible, ça saccade, mais qu'est-ce qui se passe, vous avez tourné ça à l'envers, une horreur. Et là, on essaye d'éviter ça, donc on essaie de trouver des stratagèmes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour piéger notre propre cerveau. Au cinéma, on diffuse pas en 24p, il y avait un opérateur qui diffusait en 48 avant, qui faisait que c'était doublé, des tas de choses comme ça. Mais on est sur des techniques qui sont vachement évoluées grâce à des processeurs comme le tien. Et ça se fait aussi parce qu'on est sur de l'OLED. Voilà. Merci de le dire aussi, parce qu'on a du coup une grande rapidité de la dalle qu'on ne peut pas toujours avoir avec des systèmes qui ont une sorte de rémanence, de changement d'état. Oui. Parce qu'il faut quand même expliquer que le téléviseur LCD, bon, il y avait des dalles IPS ou VGA, il y a un changement d'état ce qu'on appelle la fréquence de balayage. Oui, non, mais il y a un changement d'état de la diode en elle-même, tu vois, les twisted nematics. Ouais, je suis désolé. Et donc, vous avez un changement d'état et quelquefois, il est plus lent qu'avec l'OLED, qui a un changement d'état immédiat. C'est immédiat. C'est pour ça qu'on va dire, oh, l'OLED, pépé. Il y a des raisons techniques. Immédiatement, tu peux changer d'état. Parce que justement, il n'y a pas de rétroéclairage, il n'y a pas les twisted nematics, il n'y a pas le côté cristal liquide. Exactement. Ce qui fait que l'OLED a aussi un temps de réponse dit immesurable. Il est instantané. Puisque c'est instantané. Si un gamer te dit j'ai une latence, c'est parce que c'est le circuit vidéo ou bien ça la console, mais l'écran en lui-même n'a pas de latence. Oui. Il ne peut pas. Exactement. C'est beau, hein. Ça me fait tellement rêver de parler avec toi en plus de cette technologie que je déteste. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore en fin de compte sur ces téléviseurs? Ce que je peux te dire aussi à propos de ce cerveau, donc on a ajouté une touche d'intelligence artificielle aussi sur la détection du contenu que tu as à l'écran. Donc si en tant que conso, parce qu'on n'a pas que des consommateurs très cinéphiles et très technophiles, le conso, on va dire qu'il ne veut pas forcément réfléchir au mode d'image qu'il va mettre sur le téléviseur, va le mettre en mode auto-intelligence artificielle. Et là, en fait, le téléviseur, grâce à une analyse de, on va dire, centaines de milliers de contenus préalablement faits au niveau de la R&D, va adapter le mode d'image en fonction du contenu qui est détecté à l'écran. En temps réel. En temps réel. C'est évidemment totalement débrayable. On laisse toujours le choix. Donc... Parce que les gens ont l'impression qu'on leur impose des trucs, quoi. Dire oh là là, l'ambilight, j'aime pas ça, bah, appuie sur le bouton, moi. Ça s'arrête. Hein. Mais tu vois, c'est important de le dire. Et d'autant plus que sur les téléviseurs Panasonic, on a aussi quantité de modes dits cinéma, pour le coup, qui vont beaucoup plus contenter le consommateur cinéphile, comme le filmmaker mode. Voilà. Qui est pratique. Hein. Qui fait justement un peu la philosophie inverse, c'est-à-dire qu'il va désactiver tout. Il coupe tout. Pour avoir l'image du cinéaste tel qu'il l'a créé. Il va déconnecter tous les artefacts qui pourraient nuire à l'intention du réalisateur. Oui. Même chose, le mode gaming, en fait, c'est pour déconnecter un maximum de trucs. Alors moi, j'ai envie de dire un truc qui va vraiment te faire plaisir, parce que vous avez été parmi les premiers à avoir des téléviseurs et des lecteurs de Blu-ray disc qui avaient tous les formats HDR. J'allais justement y venir. Oh là là, je t'ai bousillé ton truc, je m'en veux. Je me suis dit, et pour terminer? Non, c'est pas pour terminer, j'ai encore des trucs à te dire. Sur le cinéma, donc effectivement, on a aujourd'hui sur le marché nombreux formats HDR, donc statique, dynamique. Et chez Panasonic, on a fait le choix de ne pas choisir. Donc sur la gamme 2021, nos téléviseurs, donc JZ1500, JZ2000, mais aussi les autres OLED de la gamme, vont pouvoir décoder HDR10, HDR10+, Dolby Vision, et aussi vont faut pouvoir fonctionner avec les modes d'image qui sont le son, le IQ. Donc l'adaptative pour le HDR10+, et l'IQ pour le Dolby Vision. Avec donc cette idée de fonctionnement avec capteur de luminosité. Avec le capteur. Mais en fait, c'est compliqué parce que c'est vrai que les parois, c'est toujours un peu ennuyeux. Tu connais les marques qui ont choisi, normal, Samsung étant
HDR10+, parce qu'il fait partie du consortium. Tu penses bien qu'en face, LG n'a pas les... Oui, bon, on va te prendre aussi, toi. Donc, c'est bien qu'il y ait des marques qui sont en dehors de, de cette dualité fratricide. En plus, ils sont sur le même territoire et qui proposent ce genre de choses. Ça évite aux consommateurs de se prendre la tête. Oui, d'autant plus qu'en fonction du service de streaming que tu vas regarder, tu as des contenus en Dolby Vision et d'autres services qui vont être en HDR10+. Amazon. Exactement. Amazon. Ce qui est très dommage, parce que si tu as un téléviseur qui est incapable de lire l'un des deux formats, tu te retrouves finalement en HDR10 standard. Oui, mais ils ont au moins le HDR10. Il faut quand même voir que le public, si tu vas dans la rue, tu demandes aux gens, alors HDR10, 10+, ils vont dire, ouais, pas d'insulte. Hein. Tu vois, le truc, c'est que nous, on est en train de parler entre professionnels, entre gens, les passionnés, les gens qui sont ici, mais pour le grand public, c'est des choses qui sont encore dans le domaine un petit peu du fantasme, tandis que malgré tout, Dolby Vision, comme il va au cinéma et c'est marqué Dolby Cinéma, Dolby Vision, ça parlera toujours plus que HDR et HDR10+. Le HDR10+ n'étant pas dans les salles. Donc, mais oui, le truc, il est, qu'est-ce que le public voit? C'est les annonces présentées. Est-ce que vous avez IMAX Enhance? Malheureusement, non, sur nos téléviseurs, nous n'avons pas. Donc pas de DTS chez vous non plus? Non plus. Pas de DTS. Vraiment, vous n'êtes pas les seuls, hein. Tu le sais très très bien, c'est le mot qu'on puisse dire. Donc la connectique également, vous êtes compatible gaming, vous avez du 4K 120? Oui, nous sommes, donc on a sur nos téléviseurs OLED 2 ports qui sont compatibles HDMI 2.1, donc 4K 120, VRR, ALLM, IARC. Tout ce qu'il faut pour les gamers. Oui. On évitera de parler du téléviseur qui devrait être mis à jour, j'espère qu'il le sera bientôt. Il le sera. Voilà, parce on a fait une vidéo sur la chaîne et c'est vrai, ce que je dois dire un peu dans les coulisses, vous avez été extrêmement transparent quand j'ai posé les questions. Et voilà, on a vu ça sur le téléviseur, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce qu'en effet le téléviseur est capable de faire ça, ça, ça ou ça? Vous avez dit ok, pour le moment, il ne veut pas le faire, mais la mise à jour vous permettra de le faire pleinement. C'est bien ça le discours. Exactement. Donc voilà, on aura la pleine définition en 4K 120. Oui. Sur le modèle que j'avais testé, je crois que c'était Tu avais testé le 2000. Le 2000, mais voilà. Tous les téléviseurs OLED de la gamme sont HDMI 2.1, donc ils seront tous concernés par cette mise à jour. D'accord. Fin d'année, tu sais à peu près, les gens sont toujours très inquiets, parce qu'il y a des gens peut-être qu'ici, quand même, des téléviseurs OLED récents. Tu as une idée où... Sur l'année 2021. Sur 2021, c'est ce qui avait été annoncé de toute façon. C'est ce qui avait été annoncé. Sur 2021. Initialement, oui. Alors, donc la section audio, même chose, vous êtes quand même les rois de la cheminée, si je peux dire. Parce que sincèrement, quand j'étais allé, raconter ma vie, quand j'adore, il était dans les parages en plus. J'étais allé à l'IFA de Berlin et puis on dit. Quelqu'un qui est peut-être un peu de vos patrons qui me dit Pépé, viens voir nos cheminées. Je dis, déjà, ça chauffait dur. Déjà, il me dit voilà, regarde derrière la téléviseur, il y a le Dolby Atmos, on a des cheminées. Et en effet. Et oui, tout à fait. Sur le modèle donc, JZ2000, on a donc ce système Dolby Atmos sonore qui équipe nos séries 2000 depuis 3 générations maintenant. Donc le principe, c'est qu'on a cette, j'ai pas d'autre terme, un cheminée. Oui. Voilà, c'est un haut-parleur en fait qui est orienté vers le haut et qui par, on va dire, réverbération. Ça fait ça monte comme ça et ça fait ça. Des ondes sur le plafond va permettre de créer cette expérience Dolby Atmos avec la bulle sonore autour de toi. Ce qu'on a fait sur le JZ2000 cette année, c'est qu'on a amélioré le système, puisque comme tu l'as sans doute vu sur le test, il y avait des haut-parleurs en plus vers les côtés maintenant. Donc tu as non seulement la réverbération par le haut, mais tu l'as également par les côtés, pour vraiment créer cette expérience Dolby 360. Vous avez été les premiers sur cette je pense que moi, on va dire grosse marque. Peut-être qu'avec la mémoire, je pense que iSense ou d'autres l'ont peut-être fait avant, mais pour moi, la première expérience que j'ai vécue en live, c'était avec vous sur ce système. Alors sur l'OLED à l'époque, donc en 2019. Oui, c'était il y a 2 ans. Tu n'avais pas 50 constructeurs, donc et puis le Dolby Atmos, c'était pas autant implanté sur Netflix ou autre que maintenant. Exactement, à inaugurer cette fonction. D'accord. Le truc que je n'ai pas demandé, Béatrice, mais actuellement, les gens qui voudraient plonger dans l'OLED chez toi, ils ont accès à combien de produits et quel est le ticket d'entrée pour avoir au moins une partie de la technologie dont tu nous parles, donc cette dalle de mastering avec au moins cette petite fonction? Alors, c'est intéressant ta question parce que jusqu'à l'année dernière, la dalle, donc dite Master HDR professionnel, a été disponible uniquement sur notre produit flagship, donc le JZ2000. Et on t'a écouté. On a écouté toutes les personnes qui nous ont fait remarquer que ce serait quand même bien d'amener cette incroyable dalle sur un produit où moi, j'ai pas besoin finalement de ton système Dolby Atmos parce que j'ai déjà mon home cinéma qui vaut peut-être le prix de mon téléviseur. Donc on a un ticket d'entrée pour cette dalle pro qui a baissé puisque maintenant elle équipe le téléviseur JZ1500
Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, qui a été lancé donc, à 1 000 € de moins que le GZ2000 à taille équivalente. Parce que vos tarifs, c'est quand même, si on compare, en fait, entre nous, la plupart de vos diagonales, on est toujours à 500 ou 1 000 € de plus que les autres marques, parce que vous avez tout ça derrière. Sur ces produits-là, oui. Sur ces produits-là, vous garantissez le fait que, on va encore parler franchement entre nous, parce qu'on se connaît tous et dans la profession, à mon sens, concernant le cinéma, votre plus gros concurrent n'est pas LG, il est chez Sony. Puisque Sony a un écosystème où il est intervenant également sur le cinéma, il a ses experts à Sony Pictures, il a le même concept, entre guillemets, que ce que vous avez chez Panasonic, mais il travaille les dalles différemment et ce n'est pas tout à fait les mêmes produits. Moi j'ai testé les deux, c'est vrai que c'est des produits très différents. Oui. Mais dans le concept philosophique de base, il a cet appui également hollywoodien que n'ont pas les autres marques. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que les deux marques sont extrêmement intéressantes pour les gens qui aiment le cinéma, déjà. Tout à fait. Et moins, peut-être que les gens qui aiment le gaming sont un peu moins, peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, un peu moins tentés quelquefois vers vos modèles, mais ça change avec l'arrivée des derniers. Alors ça change avec l'arrivée des derniers, puisqu'on avait, c'est vrai, jusqu'à maintenant une philosophie très orientée cinéma. Because. Voilà, après tout ce qu'on vient de raconter. Because. Mais on se dit, voilà, avec la sortie des consoles next-gen, avec cette nouvelle norme HDMI 2.1, on ne pouvait pas laisser tous ces gens sur le bas-côté. Donc effectivement, on a travaillé pour intégrer cette nouvelle norme HDMI 2.1 sur nos téléviseurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que Panasonic s'adresse d'abord au cinéma, mais fait aussi très bien un téléviseur qui peut servir au gaming pour le jeu avec toutes les consoles next-gen. Tout à fait d'accord avec toi, Béatrice. C'est quand même assez relativement récent par rapport à des entités qui, elles, sont siglées gaming depuis le début avec les LG C10 ou ça, qui était gaming il y a 2 ans. C'est vraiment des conceptions différentes. C'est bien, c'est les philosophies, ça laisse le choix au public. Et moi, c'est vrai que depuis le début, dans tous les tests, je l'ai dit clairement sur la chaîne, quand vous pensez vraiment au cinéma, il y a des évidences quoi, sur certaines marques qui sont vraiment siglées là-dessus avec une expérience hollywoodienne. Ça change tout. Tu me parles un petit peu d'un truc que les gens ont peut-être vu sur le salon. C'est une dalle transparente que tu montres ici ? Ah oui, alors effectivement, sur le salon, on montre un... Alors, c'est un module, en fait. Ouais. Donc, c'est un produit qui est destiné aux professionnels. Malheureusement, ce n'est pas un produit aujourd'hui qu'on amène sur le marché grand public. Donc, c'est un module. Donc, en fait, c'est un OLED transparent, sans cadre. Alors, évidemment, là, on a mis un cadre. Il n'est pas tactile, celui-ci. Il n'est pas tactile. Non, celui-ci n'est pas tactile. Donc là, évidemment, sur le salon, on est obligé de le mettre dans un cadre qu'on a fabriqué nous-mêmes, si tu veux tout savoir. Et donc là, on est sur une dalle OLED qui a plutôt des applications à nos yeux professionnelles, puisque l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir, typiquement dans une vitrine, tu as une vidéo qui va passer voilà, une vidéo publicitaire, et ensuite l'OLED va laisser apparaître le produit derrière. C'est un occultant presque. On peut dire ça. Parce que tu as 2 types de LED transparents chez toi. Tu en as un qui... J'en ai un qui occulte. J'ai le dossier. Tu en as un qui occulte en bloquant le tout, et l'autre qui laisse toujours passer. Et ce n'est pas les mêmes tarifs. En fait, on a un produit qui est celui qui est sur le salon qui est occultant. Et alors, je vais caricaturer un peu, mais c'est une dalle OLED avec une dalle de cristaux liquides derrière. Oui, qui bloque à un moment donné, qui ferme. Et qui bloque complètement la lumière, puisque l'OLED, en fait, quand tu ne bloques pas avec un châssis, l'OLED, c'est transparent. Oui. Donc, on a la dalle OLED simple et on a la dalle avec le module de cristaux liquides derrière qui permet effectivement de jouer sur ces contenus et, comme on le montre sur le salon, de faire apparaître ou disparaître une vitrine. Vraiment pro, quoi. Il faut que les gens qui l'ont vu ne se disent pas, parce que moi j'avais parlé de l'OLED, moi j'avais fait un transparent sur la chaîne, et c'était à l'IFA. Ils m'ont dit oui, ça sert à rien chez moi. J'ai dit mais c'est pas le but chez toi. C'est vraiment une particularité dans le professionnel. Tu peux avoir un produit derrière et mettre des indications sur le côté qui s'affichent avec voilà, et ça coûte tant, et mettre des flèches. Et quand tu vas passer devant la vitrine, tu vas voir le LED qui t'indique. C'est ça l'application, ça. Et les modèles qui sont donc tactiles, que j'ai vu moi en Corée et qui permettent de faire des trucs encore plus marrants. Tu peux assembler, mettre une cravate de toutes les couleurs, tu appuies sur les boutons, tu es sur le LED. Parce qu'en fait, le LED a quand même une particularité, on va revenir sur le marquage 3 secondes parce qu'il faut qu'on en parle. Est-ce que vous avez un système anti-marquage sur votre téléviseur OLED, enfin votre gamme OLED, et comment est-ce qu'il se comporte, comment ça se passe? Alors bien évidemment, on a un système anti-marquage sur nos OLED. On a la chance en tant que Panasonic d'avoir une grande expérience sur le plasma, qui était aussi une technologie émissive. Oui. Et donc, on a toutes ces années d'expérience pour gérer ces dalles auto-émissives qui, effectivement, par définition... Ça pouvait être terrible. Ça pouvait être terrible. Ça pouvait être terrible. Qui, par définition, peuvent marquer puisque technologie émissive. Comme ça.
Ce qui se passe sur nos téléviseurs, c'est qu'effectivement, on a plusieurs algorithmes qui vont venir rafraîchir la dalle, soit de manière spontanée, donc toujours veiller à éteindre son téléviseur. Je leur dis à chaque fois. Sans arracher la prise. Voilà. C'est à la volée aussi, il va travailler à la volée. Toujours éteindre avec la télécommande. Et alors, ce qui se passe là sur les dalles Panasonic, et tu le vois en fait sur la LED qui indique si le téléviseur est en marche ou pas. Si elle est orange, ça veut dire qu'il est en train de nettoyer la dalle. Et vous ne touchez à rien. Et surtout pendant que la diode est orange. Ça, il s'affiche Sony à la place. Truc de ouf, quoi. Personne n'y avait pensé, quoi. Personne n'avait pensé. N'enlevez pas la prise secteur. Allez, le résultat. Et évidemment, ensuite, on a un mode de nettoyage dans la dalle qui est accessible dans les menus du téléviseur. On a aussi, le téléviseur est capable aussi de détecter le logo, le fameux logo blanc, il va baisser. Les logos, il va soit adapter la luminosité, soit décaler les images d'un pixel. Oui. Ouais, c'est en diagonale ou comme ça. Il y a un truc ou important. Avoir un pixel qui bouge de manière imperceptible pour ton œil. Voilà, c'est ça. Il y a des trucs, il y a des artifices que tu ne vois pas, qui permettent du temps de, entre guillemets, nettoyer la dalle ou la faire bouger, ou la déplacer quelquefois en diagonale un tout petit peu. Mais il y a un truc, il y a des gens qui ont excuse-moi de te poser la question comme ça. Le système de nettoyage, est-ce qu'il peut être activé par le menu ou le téléviseur est automatique? Alors, lorsque tu éteins le téléviseur à la télécommande sans arracher la prise, il fait ce qu'on appelle une opération de maintenance. Oui. C'est-à-dire qu'il va faire un petit nettoyage juste pour être sûr que les pixels ont été correctement éteints. Lorsque tu lances un nettoyage dans le menu, ça va être une opération qui va être plus longue. Est-ce que c'est conseillé ou pas? Parce que le truc, Béatrice, c'est qu'il y a des entités qui disent, voilà, il faut absolument éviter de l'envoyer soi-même, parce que quelquefois, vous forcez quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être. Et il faut éviter de l'envoyer soi-même, ce nettoyage, et laisser le téléviseur faire. Il saura s'il a vu quelque chose, parce que les techniques permettent de le faire. Il aura détecté un logo, il aura détecté qu'il a plus de 4 heures de fonctionnement, parce qu'il y a aussi un temps horaire, où on considère qu'à partir de 4 heures, il peut, je vais dire comme ça de tous les côtés, il n'y a pas de règle pour le marquage. Personne ne peut dire qu'une dalle va marquer. Personne ne peut dire qu'elle ne marquera pas. Mais au bout de 4 heures, on considère LG, c'est LG Display, Corée, qui a dit au bout de 4 heures, on considère qu'il faut commencer à travailler un petit peu. C'est tout. Mais quand on le met en automatique, c'est pas bon non plus. Tu vois qu'il ne faut pas le forcer. Est-ce que toi, tu sais ça ou... Le téléviseur, lui, effectivement, c'est pas à chaque fois que tu éteins le téléviseur que la LED va être orange. Voilà. Donc il sait effectivement à partir de quel moment tu as intérêt, on va dire. C'est ça. Lui, il a intérêt à se mettre légèrement en mode maintenance. C'est ça le truc, c'est qu'on a fait progresser ça par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Quelque part, il y a une question d'intelligence. Maintenant, ils peuvent faire ça, alors qu'il y a 3-4 ans, les téléviseurs, il n'y avait pas tous ces circuits. C'était plus compliqué pour les gens. Donc, parce que j'essaie également de rassurer un peu les gens, mais en même temps, il faut faire attention à les rassurer, tout en sachant que ça peut arriver. C'est ça qui est important. Mais tous les fabricants. C'est par définition une technologie organique. C'est organique. Donc, tu peux marquer une diode organique. Tu ne pourras pas marquer facilement une diode comme ça, parce qu'en effet, c'est des cristaux liquides et autres. Dans tous les cas, moi, je voulais te dire un truc. Finir le salon avec toi, c'était un cadeau. Oh, ça a été un cadeau. Cœur avec les doigts. Merci Pépé. Ça a été un cadeau. Vraiment, Béatrice, super réponse, super esprit, super philosophie, et puis plein d'infos pour les gens qui nous regardent sur le téléviseur OLED, la façon dont ça travaille à Hollywood, parce que moi, c'est très important de penser au cinéma quand on fait ce type de produit, parce que qu'est-ce qu'on regarde la plupart du temps? C'est des étalonnages cinéma, même Netflix, c'est étalonné cinéma. Hein. Donc c'est important de le faire. Merci avec plaisir. Merci beaucoup. Moi, je vais dire au revoir maintenant. Merci. Merci. Au revoir, madame. Avec les doigts. Avec les doigts. Ben voilà, je vais être un petit peu ému parce que c'est 2 jours de travail et c'est la fin de ce salon, c'est la fin officielle. Alors je voulais remercier tous les intervenants qui étaient passés sur ce plateau parce qu'ils ont accepté comme ça se faire un petit peu torturer de tous les côtés parce que j'aime bien savoir les choses et je suis un mec qui adore la techno et la high-tech et je ne peux pas rester comme ça à écouter placidement, il faut que j'intervienne. Donc c'était vraiment génial, j'ai appris des trucs de folie, j'étais heureux comme tout et j'ai été heureux de 3 choses. La première, c'est l'organisation de ce salon qui a quand même été dingue, qui m'a permis de venir ici, de rencontrer les gens. La deuxième chose, c'est les gens, le public. Et je voulais vraiment que... Ça fait 2 ans que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu, c'était absolument génial. Et l'équipe technique qui est ici, parce qu'on a quand même fait des lives en non-stop, des trucs de folie, les caméramans, les gens qui sont là-bas, que vous ne voyez pas, vous pouvez voir, qui sont les réalisateurs, les gens pour la prise de son. On a fait des lives toute la journée, il n'y a pas eu un couac. Ou s'il y a eu un couac, je ne l'ai pas vu. Bon, à part les éclairages qui essayaient de rattraper mes valoches sous les yeux parce que je travaillais trop, tout a été formidable. Alors nous, on vous donne rendez-vous l'année prochaine.
ici ou ailleurs, ça sera peut-être encore plus grand, Bercy, je ne sais pas, le Grand Rex, on a plein d'idées. Et entre-temps, vous avez bien sûr des vidéos sur cette chaîne, des grands déballages, des tas de choses, des reportages sont prévus sur la chaîne sonvideo.com, des tas de trucs arrivent. Et vous avez ma chaîne aussi, si vous voulez encore des trucs qui sont mieux. Non, le mec a rien compris. Le mec s'est gouré d'endroit, mais c'est pas moi. Voilà, dans tous les cas, c'était vraiment un plaisir d'animer. C'était à l'impro, comme toujours, et j'ai vraiment kiffé, mais kiffé de chez kiffé, et j'ai vu des trucs géniaux. Merci à tout le monde, les intervenants, merci infiniment. Rendez-vous et vive la tech! Vive la tech! Voilà, vive le bonheur, vive le public. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.